Alors, comme vous le savez, on a tenté le mode hybride cette année, donc on doit me faire signe pour me dire quand les personnes qui sont connectées le sont effectivement. Donc j'attends, bien sagement comme vous. Marie, c'est tout bon? Allez-y, c'est parti, on me fait signe. Bienvenue, cet atelier qui nous emmène jusqu'à 17 heures. Alors c'est bien bel effort pour un dernier atelier, la dernière ligne droite de cette première journée de congrès. Sur un atelier qu'on a intitulé Précarité des personnes âgées, angle mort des politiques publiques. Alors évidemment avec un titre un peu, si ce n'est provocateur, en tout cas un peu accrocheur. Avant de donner évidemment la parole là, aux deux CCF là, qui nous font le plaisir de participer à ces travaux pour présenter leur action, quelques éléments de contexte. On sait que le sujet commence, ou en tout cas est un peu documenté, objectivé. On parlera peut-être de l'analyse des besoins sociaux pour ce qui est du plan local, justement pour essayer d'objectiver cette précarité des personnes âgées. Au niveau national, on voit qu'il y a aussi des travaux. Le Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion et la pauvreté a pointé du doigt cette précarisation des personnes âgées en mettant en avant voilà, des retraites qui ne sont pas forcément à niveau, la progression des expulsions locatives également, donc voilà des sujets de préoccupation. On parlait hier lors de l'atelier de nos adhérents ultramarins de la vie chère, avec effectivement cette question qui se pose d'autant plus pour les personnes âgées sur ces territoires, avec évidemment des configurations très diverses d'un territoire à l'autre. Et puis je ne sais pas si vous avez vu, alors je fais de la pub pour personne, mais on a, je crois, un stand des petits frères des pauvres qui sont également avec nous sur ce congrès et qui ont publié une étude, un rapport qui donne quelques chiffres. Donc je vais en reprendre quelques-uns. Peut-être l'avez-vous d'ailleurs vu. Apparemment, il y avait une forme de stabilisation. On était à 8% de taux de pauvreté dès lors qu'on parle de précarité. Enfin, précarité, pauvreté d'ailleurs, ça pourrait être un sujet des personnes âgées jusqu'à 2015. Et depuis 2015, il y a une augmentation et on serait aujourd'hui plutôt aux alentours de 8%, voire 11%, pardon, voire 18% pour les personnes âgées seules. Et je pense que l'isolement sera aussi vraisemblablement un sujet qu'on abordera. Dans cette note-là des petits frères des pauvres, ils ont estimé à 2 millions le nombre de personnes âgées en situation de précarité, en tout cas qui seraient sous le seuil de pauvreté. Alors je rappelle, le seuil de pauvreté, vous le connaissez tous, 1 200 € par mois à peu près. Et quand on sait que l'ex-minimum vieillesse, l'ASPA, est à 1034 €, voilà, on voit déjà un petit décalage entre les deux. Et puis entre autres chiffres, alors je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais il ressort également de cette enquête, 37% de ces personnes se sentent abandonnées, c'est le terme utilisé, et a fortiori dans les territoires ruraux. Et donc je parlais de configurations territoriales évidemment qui sont très diverses d'un endroit à l'autre. On pourra peut-être aussi évoquer ces questions de la ruralité, même si voilà, dans nos deux intervenantes, on est plutôt sur une ville proche de Paris et puis Grenoble, mais je laisserai évidemment mes intervenantes se présenter. Donc on voit qu'il y a des questions de pouvoir d'achat, de lutte contre l'isolement, d'accompagnement, évidemment face à ce phénomène auquel vous êtes probablement confrontés également sur vos territoires. On est sur ce congrès de fin de mandat avec évidemment pour nous la question de savoir sur tous ces champs, les politiques gérontologiques mais pas que, quand on revient un peu aux fondamentaux, services publics avec des notions qui nous sont chères, prévention, accessibilité territoriale et financière des services, évidemment ces questions se pose. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un CCS et qu'on est justement confronté à cette précarisation des personnes âgées qui sont parmi les publics qu'on accompagne le plus au quotidien. Et donc pour en parler, j'y arrive enfin. J'ai le plaisir d'accueillir donc Isabelle Riffaut. Donc Isabelle, vous êtes directrice générale adjointe au CCS de Créteil, enfin la ville de Créteil, en charge des solidarités, des seniors, de la petite enfance, du logement. Tout ça. Et vous allez nous présenter votre maison des seniors. Et j'accueille également Marion Leduc, Marion, directrice action sociale et personnes âgées à Grenoble, pour nous présenter la Cité des aînés et des aidants.
Vous êtes venu avec, alors c'est Joël, c'est ça, Sybille. Vous êtes, Joël, plutôt en charge des questions d'innovation et vous avez œuvré activement à la présentation, enfin, au montage, pardon, du projet que vous allez présenter. Alors, d'ailleurs, je vais vous laisser la parole, peut-être Marion, pour... Allez, j'ai pris là quelques instants pour essayer de recontextualiser, peut-être une présentation, une douzaine de minutes. On passera ensuite à Créteil, sauf s'il y a déjà des questions dans la salle. Et puis, vous l'avez compris, hein, ces ateliers sont vraiment là pour voilà, qu'il y ait des interactions le plus possible, que vous puissiez poser vos questions, que vous puissiez aussi présenter vos projets, vos actions. Et donc, sans attendre, voilà, je laisse la parole à Marion pour que vous puissiez nous présenter votre action et nous dire un peu de quelle manière elle répond à cette problématique de la précarité des personnes âgées, angle mort ou pas, des politiques publiques. Merci, bonjour à tous et merci à l'INCAS pour l'invitation à présenter ce projet qui, à Grenoble, nous tient à cœur sur la thématique des personnes âgées. Effectivement, on va le faire à deux voix, puisque donc, ce projet est porté depuis le départ aussi par une dimension d'innovation et donc Joël Sybille en charge de ce projet participera également à cette présentation. Donc nous, on va donc sur Grenoble, sur le CCS de Grenoble, ce projet-là, nous sommes dans la dernière ligne droite puisque nous allons vous parler de la Cité des aînés et des aidants qui ouvrira en septembre prochain. L'idée, c'est qu'on puisse aujourd'hui vous parler de la manière dont on est arrivé à tout cela et comment est-ce que ça va se concrétiser. Pour reposer très rapidement le cadre dans lequel et le territoire dans lequel nous évoluons sur la question de la pauvreté des personnes âgées à Grenoble. On dit souvent qu'elle a plusieurs visages et qu'elle a des réalités plurielles. Ça se manifeste à Grenoble et ça, ce sont des chiffres qui sont tirés à la fois de l'analyse des besoins sociaux et donc des chiffres nationaux. Donc un taux de pauvreté qu'on voit quand même, voilà, qui n'est pas négligeable. On parle de 14% de taux de pauvreté chez les 60-74 ans à Grenoble, qui est plus important que l'ensemble de la métropole grenobloise. Ça se traduit aussi dans les chiffres des locataires du parc social, puisqu'on observe qu'il est à Grenoble de 18% pour les ménages de 65 ans et plus, ce qui est supérieur à ce qu'on peut observer à l'échelle nationale. Vous faisiez mention en introduction de la question de l'isolement, qui peut aussi être générateur d'un certain nombre de vulnérabilités. Donc sur Grenoble, 45% des 65 ans et plus vivent seuls, et cette proportion, elle est encore accrue quand on parle des 80 ans et plus. Et là aussi, c'est encore une proportion plus importante que ce qu'on peut observer à la fois sur la métropole grenobloise et en France. Et ça se traduit dans les publics qu'on accueille au CCAS, forcément. Un des marqueurs les plus importants qu'on observe, on prend souvent ce chiffre, des personnes accueillies dans les résidences autonomie du CCAS. À Grenoble, on en a 4. Et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement représentent 46% des personnes qu'on accueille en 2024. Donc, c'est pas neutre. Rapidement, donc sur la politique gérontologique qui est menée à Grenoble, on avance un peu avec deux jambes. D'un côté, la ville porte un certain nombre de dispositifs. Le CCAS en porte d'autres. La ville de Grenoble s'est lancée depuis 2016 dans la démarche participative Ville Amie des aînés. Et donc, avec son conseil des aînés, notamment, porte cette dimension participative dans l'élaboration des politiques publiques. Et ça révèle aussi l'enjeu et une certaine priorité qui a été mise sur cette dimension gérontologique. Il y a aussi des pôles d'animation gérontologique et intergénérationnelle qui existent au sein de la ville et qui interviennent plutôt sur la dimension lien social, prévention, un certain nombre d'activités. Côté CCAS, on travaille ensemble. On a parlé aussi de questions de silos ce matin. On essaye vraiment d'entrecroiser ces deux logiques. Le CCAS porte un certain nombre de services et établissements médico-sociaux et de services, que ce soit à domicile ou plusieurs établissements. Donc, par exemple, le service social personnes âgées est conventionné avec le département de l'Isère pour l'accueil et l'accompagnement des bénéficiaires de l'APA et de leurs conjoints.
ce qui mène par exemple à plus de 1700 bénéficiaires de l'APA accompagnés. Je ne vais pas tout citer, mais vous avez ici tout le panel des services qui existent et qui sont proposés à Grenoble. Donc l'idée, c'était de se dire, bon voilà, on a tous ces services. On sait qu'on a un public et une population qui peut potentiellement pourrait avoir besoin d'accéder à ces services. Est-ce qu'on a une possibilité peut-être de s'interroger sur la manière de mieux s'approcher? On est dans la question en filigrane de l'accès aux droits. Cette cité des aînés et des aidants, elle arrive petit à petit à Grenoble à devenir un élément central de la politique gérontologique. Première étape, tout d'abord, c'est ces besoins qui sont détectés. J'ai mentionné quelques chiffres sur la question de la pauvreté et de la précarité des personnes âgées à Grenoble. C'est des choses qui sont relevées dès l'analyse des besoins sociaux en 2019. Un diagnostic spécifique a été mené au sein du service social personnes âgées en 2020 sur la question de l'accueil social. Et là encore, ça a révélé un certain nombre de besoins. Et puis, une étude sociologique spécifique a été demandée en 2022, justement sur cette question de la manière dont on peut accéder à ces services. Comment est-ce qu'on est sûr d'atteindre les personnes qui en auraient le plus besoin? Et ce qui ressort globalement à ce moment-là, c'est que l'absence d'un guichet d'information centralisé pour les personnes âgées participe au non-recours aux droits. C'est vraiment un des enseignements sur lesquels on s'est appuyé avec la volonté de trouver une réponse à cette question. À cela s'ajoute un fort enjeu de mutualisation des services au sein du CCAS, de la ville, de pouvoir apporter quelque chose qui soit de l'ordre d'une cohérence globale de l'affiché et de donner une visibilité à la fois au niveau de la ville et du CCAS et des partenaires. Puisque ce qui est observé, c'est que ce manque de coopération, on en a parlé largement ce matin, fragilise l'offre. Donc petit à petit, ce projet se construit, devient un projet phare pour la ville amie des aînés qui est Grenoble, qui a récemment été labellisé, d'ailleurs même au label or puis platine à ce niveau-là, et devient inscrit dans bien justement les documents d'orientation cadre des deux institutions, ville et CCAS, que ce soit dès 2023 dans le rapport d'orientation budgétaire, le projet de mandat fait mention, et c'est un axe à part entière d'un plan stratégique partagé qui a été établi, plan stratégique partagé ville-CCAS pour garantir toutes les sécurités, ce qui illustre les deux jambes sur lesquelles on marche dans ce projet. Et là, je vais passer la parole à Joël, sauf si vous avez une question dans l'intervalle, pour aller plus concrètement sur ce projet, comment il atterrit. Effectivement, on attend avec impatience les aspects très concrets, mais on voit déjà une impulsion politique et puis une situation clairement objectivée, notamment au travers de l'analyse des besoins sociaux. Et Joël, je vous laisse évidemment continuer. Voilà, alors je vais prendre la suite. Donc face à ces constats, on n'a pas eu une ambition, mais plusieurs ambitions ont été portées par nos élus. Donc d'abord, créer un pôle ressources qui permette d'apporter une première réponse aux usagers et donc d'assurer ce rôle d'information et d'orientation qui manquait tant sur la ville. Mais au-delà de ça, on a aussi dézoomé et il y a eu cette ambition de lutter contre l'agisme. Ce n'est pas tant donner une réponse dès maintenant, mais c'est aussi préparer la société au vieillissement et travailler auprès de différents publics pour diffuser une autre image aussi du vieillissement, de façon à ce que chacun puisse s'en emparer et devenir acteur de son vieillissement ou du vieillissement de ses proches. Il s'agit aussi de proposer un espace de coordination à destination des professionnels, c'est-à-dire qu'on va voir au niveau des publics, certes, c'est la cité des aînés et des aidants, mais dans ce sillon, il y a aussi tous les professionnels qui interviennent à domicile et qui ont besoin de lieux forts, ressources, à la fois pour mieux se coordonner auprès des personnes, pour mieux intervenir auprès des personnes chez qui ils interviennent, mais aussi pour pouvoir partager leurs difficultés, travailler des aspects plus concrets. Et enfin, il y a une autre ambition, la quatrième de ce grand projet, c'est d'associer une dimension prospective. Comme je vous disais, l'ambition, c'est aussi de préparer la société de demain. Donc, on va voir qu'il y a d'autres, par d'autres axes, on travaille cette dimension prospective. Le temps passe, alors on viendra sur les sujets si besoin.
Cette cité des aînés et des aidants, elle va intégrer des murs, un bâtiment. Il va y avoir une offre dans les murs, mais il va y avoir aussi une offre hors les murs. Et donc finalement, quand on parle de cité des aînés et des aidants, c'est bien de toute la ville dont on parle. C'est l'ensemble de l'offre sur le territoire. Il va y avoir une offre qui va aller donc dans le sens de l'information, de l'orientation. Également, je ne vais pas aller dans tout le détail de ce qui est noté là, mais donc une offre dans les murs où les personnes donc, vont pouvoir venir se ressourcer, mais également des offres hors les murs. On va faire notamment des actions d'aller vers. On sait qu'il y a des publics qui n'iront pas, qui ne franchiront pas les portes de leur quartier, qui ont besoin qu'on vienne à eux. Donc le projet Cité, c'est un projet aussi qui s'adapte aux administrés, qui s'adapte aux spécificités de ces publics. Comme je disais, on a une démarche prospective. On travaille avec notre observation sociale. On aura aussi au sein de la Cité des aînés et des aidants un bureau immersif où des professionnels dont la spécificité n'est pas de travailler spécifiquement auprès des personnes âgées, mais dont la production du travail est au service des personnes âgées, pourront venir s'immerger pour mieux connaître le public âgé. Je pense par exemple à des urbanistes. Je pense par exemple à des personnes qui réalisent des applis pour les personnes âgées. Et bien, toutes ces personnes, elles vont produire quelque chose à destination de ce public et elles vont pouvoir venir sur place pour côtoyer ce public. Elles n'ont pas forcément l'occasion de le côtoyer. Vont pouvoir tester des propositions, des scénarios, des prototypes. Voilà. Et donc, c'est une offre qui se passe aujourd'hui dans ces murs et qui vient aussi travailler demain. Au-delà de cette offre, il y a une autre dimension qui nous paraissait importante de souligner, c'est la dimension communication. L'OMS considère qu'on est aîné à partir de 55 ans. 55 ans, ça veut dire qu'on est aîné pendant plusieurs générations. Être aîné à 55 ans, c'est pas pareil qu'à 65 ans, c'est pas pareil qu'à 75 ans, ni à 85 ou 95 ans. On a de multiples visages. Et aujourd'hui, pour toucher une certaine catégorie de public, il s'agit aussi de communiquer autrement, de raconter un autre récit, de s'appuyer sur un autre narratif. Donc pour ça, on va travailler sur plusieurs aspects. Et on a, entre autres, là je vous ai mis quelques exemples, travaillé sur la façade du bâtiment qui va accueillir cette cité des aînés et des aidants avec un artiste de street art pour en faire un lieu dynamique, un lieu où on a envie d'aller et qu'on puisse véhiculer une autre image. On travaille aussi sur des petits livrets qui viennent développer du storytelling, raconter des histoires pour que les personnes puissent s'y identifier. Et là, par exemple, le Parapente et Anna, c'est un petit livret de sensibilisation sur la question de la liberté de choix. On sait que quand on vieillit, c'est de plus en plus difficile de rester acteur de ses choix. Souvent, les aidants, la famille ont tendance à prendre les décisions à la place de la personne concernée. Pourtant, la personne reste libre de ses choix. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation à faire. Et là, c'est aussi une façon de préparer la société au vieillissement. Voilà, ça c'est une petite synthèse de ce que je viens de vous dire. Finalement, la Cité des aînés et des aidants, elle s'articule autour de deux offres. L'offre socle, avec des acteurs dans les murs qui proposent une offre pérenne, donc d'information, d'orientation, d'accompagnement, et une offre vive qui va ressortir plus de l'événementiel, de la conférence, de l'animation, qui sera réactualisée, qui permettra aussi de s'adapter aux besoins de notre public et qui va amener une certaine dynamique dans l'offre. Aujourd'hui, pour toucher les publics, et même si on parle de public aîné, âgé, il faut aussi se renouveler dans l'offre. Et donc, c'est ça qu'on va viser. Et enfin, on a noté le volet communication, parce que comme on vous le disait, c'est important. Aujourd'hui, on est tous soit aînés, soit concernés. On a un proche aîné dans un voisin, de la famille. Et finalement, si on se regarde nous-mêmes, comment on s'informe, et ben voilà, on a besoin aussi d'avoir des modes de communication qui nous ressemblent et donc qui sont différents, qui évoluent. Merci beaucoup, Joël. Juste pour qu'on ait le temps après sur les échanges, merci beaucoup pour cet effort de synthèse. On voit effectivement qu'il y a des enjeux autour de la communication et puis aussi des enjeux de représentation, vraisemblablement autour, parce que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la précarité des personnes âgées. Et donc déjà, les politiques gérontologiques, on sait qu'on a beaucoup de choses encore à faire pour être vraiment à niveau, et encore plus peut-être sur cette question de la précarité des personnes âgées, où c'est presque un sujet qu'on ne veut pas voir. Et donc ces enjeux de communication, et peut-être cette nécessité de communiquer autrement. Et puis vous avez cité cette nécessité d'aller vers les publics. Alors
Je me permets une petite transition pour que Isabelle puisse prendre la suite là, sur la présentation de la Maison des Seniors, alors qui, elle, a ouvert ses portes en novembre 2024, c'est ça? Donc un dispositif tout récent. Et autour de cette question d'aller vers, vous avez mené un certain nombre d'actions, de repérage aussi des personnes. Alors, on fait un signe peut-être en régie hein, pour passer sur le CCS de la ville de Créteil. Alors, est-ce qu'on arrive à la projection du diaporama qui a été préparé par Isabelle? On y est, presque. Nous y voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Créteil donc, est une ville de la banlieue sud de Paris, 93 000 habitants, ville-préfecture du Val-de-Marne. J'espère que je vais pouvoir avoir le... Voilà, merci, sinon je pourrais le faire de mémoire, mais ça va Oui, être alors parce qu'on a un petit souci en fait pour tout vous dire, pour ne rien vous cacher, on le voit sur l'écran, on voit que ça bidouille sur l'écran là, mais ça n'apparaît pas ici. Alors ça va venir, mais peut-être Isabelle, je vous laisse commencer sur la présentation un peu du contexte et puis... voilà, donc une ville de 93 000 habitants, en majorité plutôt jeune puisque c'est une ville universitaire, mais malgré tout, un nombre de personnes âgées conséquent puisque l'analyse des besoins sociaux montre qu'on a 17 000 personnes âgées de plus de 60 ans, qui représentent 18% de la population de Créteil et que 62% des personnes de plus de 75 ans vivent seules. Et donc sur la slide, vous pouvez voir sur le côté droit donc la cartographie de la ville de Créteil. Alors que nous voyons presque, si on arrive à résoudre ce petit souci technique, on va y arriver. Et donc merci Isabelle de le faire sans filet. Sans filet. Voilà, donc sur la droite, le dessin de la ville de Créteil réparti par iris. C'est une carte qui a été éditée par le Compass, par l'outil Balise Uncas. Et donc, on peut voir que les personnes de plus de 75 ans vivent majoritairement sur le secteur est de la ville et sont très présents dans 5 iris spécifiquement. Notre service central senior, qui est matérialisé par un point rouge sur la carte, eh bien, on se rend compte que c'est difficile pour les personnes de plus de 75 ans de venir facilement à ce service. Je ne vais pas détailler la problématique qu'on connaît tous, mais il y a un phénomène de vieillissement de la population. Avec l'avancée en âge, les problématiques de santé, le périmètre de déplacement se réduit. Les personnes se déplacent d'abord à l'intérieur de la ville, et puis à l'intérieur du quartier, et puis à l'intérieur du pâté de maison, jusqu'à plus sortir du tout du domicile. Et donc venir se rendre, s'informer au service central senior, c'était difficile. D'où le projet d'aller vers et de se rapprocher des quartiers. Isabelle, vraiment difficile, mais je vous invite peut-être à continuer et on mettra à disposition, d'ailleurs, pardonnez-moi, je vous interromps, on mettra à disposition les diaporamas qui ont été préparés par nos intervenantes. Et donc, une volonté forte de la municipalité de créer des lieux qui puissent être des lieux pour le vivre ensemble et qui puissent être des endroits où on fait de la prévention de la perte d'autonomie, des actions de lutte contre l'isolement social et qui soient des lieux ouverts sur l'extérieur. L'idée étant surtout pas de les enfermer dans un endroit spécifique, mais qui puissent être ouverts sur le quartier pour favoriser l'intégration de la vie dans le quartier. Et également l'idée de pouvoir intervenir sur un quartier prioritaire, puisque le quartier nord de la ville, qui a été représenté sur la cartographie, est un quartier prioritaire de la ville. Et donc, dans ce quartier, l'analyse des besoins sociaux a marqué aussi un nombre important de seniors isolés à faibles ressources et qui vivent seuls. Et donc, d'où l'idée de pouvoir intervenir plus spécifiquement dans ce quartier. Donc, la première... Tout arrive, merci beaucoup. Merci beaucoup.
La première maison des seniors donc, a ouvert le 25 novembre 2024 donc, dans ce quartier nord de la ville, avec tout d'abord un espace convivialité qui est accessible en libre accès, que vous pouvez voir sur les photos. Donc chaque personne peut venir librement dans la journée, passer un moment. Il y a des revues, il y a des jeux de société, il y a des boissons qui sont offertes. Et donc on peut venir y passer un moment sans avoir de demande particulière. C'est également un lieu où les personnes peuvent avoir des animations, des activités avec un livret de programmation trimestrielle où les personnes peuvent s'inscrire, un espace numérique avec des activités ou de l'accompagnement pour utiliser les outils numériques, un espace de restauration collective. L'équipe mène un travail de repérage pour aller repérer le public isolé à domicile, qui sont un public qu'on cible particulièrement, et avec donc des actions qui sont développées pour aller prendre contact avec les personnes à domicile. L'idée, c'est vraiment d'aller prendre contact et de pouvoir après les emmener dans cette maison des seniors. Donc il y a une équipe qui est dédiée à aller faire des visites à domicile, pouvoir mener des évaluations des besoins, des souhaits des personnes et pouvoir offrir à domicile des temps de convivialité, d'échange. Et on est en train de développer une offre de prestations pour pouvoir proposer à domicile de ces personnes quelques ateliers de sophrologie, de socio-esthétique ou de bilan de forme. Et l'idée, c'est qu'à terme, ces personnes puissent accepter qu'on les accompagne, parce qu'on sait que des personnes ne viendront pas forcément à la maison des seniors si on ne leur tient pas le bras, si on ne les emmène pas en voiture. Et donc l'équipe peut leur proposer cet accompagnement pour les emmener vers la maison des seniors. Donc la maison des seniors, c'est un projet un peu hybride. C'est avant tout un service public municipal. C'est un tiers-lieu où une personne peut venir simplement pour passer un moment et participer à l'organisation et à la vie du lieu. Et c'est un travail partenarial puisqu'on tient beaucoup à animer ce lieu avec tous les partenaires du quartier et avec les différents partenariats qu'on peut mener à l'échelle de la ville pour mener des actions qui sont complémentaires. Les leviers de la réussite. Pour réussir donc les objectifs de ce projet, nous nous sommes appuyés tout d'abord sur l'idée d'avoir une gouvernance partagée. Donc, on a un comité de pilotage traditionnel. Nous avons également mis en place un comité d'animation qui est chargé d'élaborer toute la programmation d'activités. Ce comité d'animation associe des représentants d'usagers. Il associe des acteurs qui sont susceptibles de proposer des activités, et là c'est très large, c'est à la fois les services municipaux, les services techniques, les services des espaces verts viennent proposer des activités en fonction de leurs possibilités. Tous les partenaires du quartier, institutionnels, associatifs, bénévoles, donc constituent ce comité d'animation. Et on s'appuie également sur un réseau informel des acteurs de proximité, puisque c'est sur la base de ce réseau que l'on veut s'appuyer pour repérer des personnes en situation d'isolement social. Et donc, nous avons mis en place un règlement de fonctionnement, des chartes de fonctionnement éthiques, bien sûr, pour encadrer tout ce partenariat. Donc, un mot plus spécifiquement sur le réseau informel des acteurs de proximité. Nous voulons réunir des habitants, et notamment par le biais des conseils de quartier qui sont étroitement associés à ce projet, les professionnels médicaux, paramédicaux, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens qui connaissent des personnes isolées à domicile, des bailleurs sociaux, et on cible vraiment d'aller rencontrer les gardiens d'immeubles qui sont au plus près de ces personnes, et toutes les institutions et associations du quartier. L'idée étant de développer un réseau avec eux pour qu'on puisse avoir des signalements de personnes isolées, bien évidemment à partir du moment où les personnes sont d'accord pour ce signalement et en respectant les valeurs de la charte éthique pour encadrer ces signalements. Également, un autre levier, c'est la méthode que l'on a élaborée, puisqu'on était bien sûr dans l'optimisation des moyens. Et on
on a réussi à limiter les moyens supplémentaires pour mettre en place ce projet en s'appuyant sur une équipe qui était déjà existante, un ex-foyer Soleil, et en mettant en place un nouveau projet. Et donc, on s'est appuyé sur un local qui était existant dans le quartier et on a travaillé avec l'équipe pour faire évoluer leur mission. Donc, on les a associés dès le démarrage du projet à la réflexion pour vraiment co-construire avec eux l'organisation et la mise en place de ce projet. Nous avons travaillé avec eux sur l'établissement, l'équipement, l'aménagement des lieux et nous avons travaillé pour faire évoluer leur mission. À la base, l'équipe était composée d'un certain nombre de personnes qui assuraient des tâches d'entretien des locaux ou de préparation, réchauffage des menus. Nous avons fait évoluer leur profil de poste avec eux. Nous étions tous d'accord qu'ils n'étaient pas animateurs et ils y revendiquent et on était tous d'accord là-dessus. Mais on a construit un profil de poste au cas par cas et là, ils ont tenu à garder dans leur intitulé des tâches de ménage. Et donc, nous avons bâti un profil de poste d'agent d'entretien et de convivialité. Et nous avons beaucoup travaillé avec eux sur le fait qu'ils avaient l'habitude de travailler avec des seniors dans le cadre de la restauration collective, qu'ils avaient acquis des compétences sur la convivialité, qu'on a renforcé en mettant en place une formation axée sur l'accueil dans un tiers-lieu. On est beaucoup habitué dans nos services publics à recevoir des gens qui ont une demande. C'est comment dans un tiers-lieu, on accueille des gens qui viennent simplement passer un moment sans verbaliser de demande spécifique. Et on a renforcé l'équipe avec le recrutement d'un animateur diplômé, un chargé de mission de prévention de la perte d'autonomie et des services civiques et également des agents en reclassement professionnel. Et nous travaillons avec l'équipe de transition professionnelle des ressources humaines qui assure un plan de formation et un accompagnement de personnes en reclassement professionnel qui viennent aider et participer notamment à ces actions à domicile. Et enfin, nous avons beaucoup associé les seniors du quartier par le biais d'ateliers de participation citoyenne qui ont permis de les associer sur qu'est-ce qu'ils souhaitaient trouver dans ce lieu, comment favoriser la fréquentation, le repérage des personnes isolées et les rendre acteurs de ce projet. Donc, cette concertation a abouti à un livret de recommandations qui a été analysé par les services pour la mise en œuvre. Et donc, l'équipe dédiée à l'accompagnement à domicile est pilotée par la chargée de mission de prévention de la perte d'autonomie. C'est un professionnel qui travaille déjà au CCS, qui est rattaché à notre service autonomie à domicile, donc qui fait des prestations d'aide et de soins à domicile. Elle a été détachée sur une fraction de son temps à la maison des seniors pour pouvoir faire la passerelle entre la maison des seniors et notre service autonomie et développer ses compétences donc sur tout ce qui est prise de contact à domicile. Et elle est aidée, donc, comme je le disais, par les agents en reclassement professionnel qui font des missions d'accompagnement pédestre ou véhiculé, de la convivialité et également des jeunes volontaires en service civique. Voilà. Allez-y, non, mais pour terminer, Le si vous faites un premier bilan. On est au démarrage de ce projet puisqu'il fonctionne depuis 4 mois. Le bilan, on a parfaitement réussi l'information et la connaissance du lieu, puisqu'on dépasse même nos objectifs, à savoir qu'il y a des personnes d'un peu toute la ville qui viennent. Et donc, on dépasse donc notre notion vraiment de quartier. Ce que ces personnes nous renvoient, c'est qu'elles sont très intéressées par le fait que ce sont des actions ponctuelles, qu'elles peuvent venir librement et qu'elles trouvent dans cette maison des seniors des activités où elles peuvent s'inscrire en fonction de leurs besoins. On a des activités des clubs seniors, mais ces personnes nous disent qu'elles ont des problèmes de santé, qu'elles ne peuvent pas forcément venir régulièrement et qu'elles ne veulent pas bloquer une place dans nos clubs seniors alors qu'elles vont peut-être être des mois sans pouvoir venir et que dans cette maison de seniors, elles viennent quand elles peuvent, elles s'inscrivent quand elles peuvent. Et ça, c'est une formule qui rencontre beaucoup de succès. La marche suivante qu'il faut qu'on arrive à franchir, c'est de conforter cette notion d'aller vers les publics isolés. Ça se construit, un réseau informel, ça se
traite pas comme ça. Donc, la municipalité, le maire adjoint a envoyé un courrier officiel à tous les partenaires qu'on a mentionnés pour constituer ce réseau. Et là, l'équipe d'accompagnement à domicile, accompagnée de la directrice de la Maison des Seniors, commence vraiment à prendre contact avec chaque gardien d'immeuble, chaque professionnel, chaque pharmacien, parce que c'est vraiment en nouant un contact sur le terrain, direct, qu'on va arriver petit à petit à constituer ce réseau. Et on a les premiers signalements, y compris parmi nos publics qui sont déjà accompagnés en aide à domicile, pour aller plus loin dans les actions de convivialité. Merci beaucoup à toutes les trois. Alors on voit bien que effectivement, enfin, deux très beaux projets, et puis sur un point commun peut-être aux deux, et avant de vous laisser la parole pour des questions, enfin, cette notion de gouvernance, de travail en réseau, c'est vrai quand on parle de précarité des personnes âgées, on pense spontanément d'abord à une question de ressources de ces personnes, mais en réalité, dès lors qu'on agit aussi sur d'autres leviers, vous l'avez très bien précisé, sur l'accès aux droits, la lutte contre l'isolement, on retrouve aussi les démarches de prévention qui sont celles des CCS. Voilà, on a le sentiment, au travers des deux projets que vous avez présentés, que des marges de progression sont possibles via aussi ce travail en réseau, cette notion de gouvernance qui est absolument essentielle. Est-ce que ça suscite potentiellement des questions, des réactions? Est-ce que ça fait écho à des projets ou des actions aussi que vous menez chez vous et ou des difficultés que vous rencontrez? Alors j'ai une question, alors j'en ai deux, peut-être par ici. Bonjour, Madame Brovelli, directrice du CCAS de Digne-les-Bains. Donc c'est une ville-préfecture, mais une petite ville, on est 20 000 habitants à peu près, et on a encore des clics. Je me demandais quelle coordination vous aviez avec ce dispositif, si vous en avez, et pour bien définir le rôle de chacun. Alors, Créteil ou Grenoble, je vous en prie. Marion. Bonjour, alors sur le département de l'Isère à Grenoble, en tout cas, il n'existe plus sous cette forme. En revanche, il existe des points information autonomie qui sont déployés sur le territoire et sur lequel, dans le cadre de ce projet, le CCS va se positionner par le biais d'une labellisation. En tout cas, il y a une demande de labellisation qui a été faite au département de l'Isère sur cette partie information, orientation auprès des personnes âgées. Donc c'est un système qui permet, en fonction de différents niveaux d'accueil exercés sur le territoire, de pouvoir identifier, valoriser et donner de la visibilité sur ces points d'information, d'orientation sur le public âgé. Isabelle, peut-être en complément sur Créteil, oui. Oui, je vais faire une réponse qui ne sera pas radicalement différente. Alors sur le Val-de-Marne, nous avons des espaces autonomie. Et effectivement, ce sont des partenaires qui vont être associés pour pouvoir faire un maillage. L'idée, c'est bien évidemment de s'appuyer sur le partenariat le plus large possible de tous les acteurs pour pouvoir être aussi dans la complémentarité et pouvoir passer des relais. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions suite à la présentation de nos deux très beaux projets? Non, si, j'ai deux autres mains qui se lèvent là. Oui. Et puis on a une question apparemment à distance. À distance. Alors on va peut-être privilégier les personnes qui sont ici dans la salle et puis je prendrai la question à distance, Marie. Bonjour, Laetitia Kiri, je suis directrice du CCAS de Guingamp. Dans les équipements qu'on a, on a un centre social. Je vois que dans vos communes, vous avez aussi des centres sociaux et pourtant, vous avez développé un dispositif annexe pour les personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous êtes arrivé à ce constat nécessaire de développer autre chose et que vous n'avez pas pu vous appuyer sur vos structures de centres sociaux? Merci beaucoup. Est-ce que l'une ou l'autre souhaite répondre? Effectivement, donc sur le premier quartier de la Maison des Seniors qui a ouvert au mois de novembre, il y a un centre social, un centre socioculturel, la Maison pour tous Jean Ferrat, qui est vraiment un équipement phare du quartier et on ne pouvait pas concevoir ce projet sans un partenariat avec eux. Le projet de Maison des Seniors repose sur notre analyse des besoins sociaux et sur le fait qu'à un moment donné, il faut aller à domicile de certaines personnes qui ne peuvent plus venir. Et que même si elles n'habitent pas forcément loin d'un équipement, il y a un moment donné où elles viendront si on leur tient le bras.
Et du coup, nous, le projet de maison des seniors, c'était vraiment d'aller sur ce créneau-là, sachant que notre comité d'animation vise après à ce qu'on travaille vraiment tous ensemble, et de pouvoir partager des activités, de pouvoir faire des choses en commun ou complémentaires, mais qu'on ne soit pas du tout dans un fonctionnement en silo, chacun dans notre coin. Marion ou Joël, si vous souhaitez compléter? Sur Grenoble, donc, ce qui a été observé, comme le disait Marion, c'est que effectivement le public âgé se perdait un peu en allant dans les différents accueils qui pouvaient exister. Donc à Grenoble, ce sont des maisons des habitants qui ont un accueil généraliste et qu'il était nécessaire d'avoir un accueil spécialisé. Ça n'empêche pas qu'on travaille vraiment en collaboration, parce qu'au sein de ces maisons des habitants, il y a les pôles d'animation intergénérationnelle et gérontologique. Et donc, ces pôles vont venir à la Cité des aînés aidants et l'offre va se poursuivre dans les maisons des habitants. Enfin, c'est vraiment de la complémentarité. Mais en fait, l'information auprès du public âgé, elle est vraiment très spécifique. Une personne peut venir parce qu'elle a besoin d'une aide à domicile pour faire le ménage, mais ça peut ressortir soit de la caisse de retraite, soit de la PA. La PA, c'est le département qui le met en œuvre, mais par convention, c'est le CCAS qui va évaluer. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Il y a les mutuelles, il y a les caisses de retraite complémentaires, il y a les associations. Enfin, je ne vous fais pas, vous connaissez mieux que moi. C'est très compliqué. Et donc, le fait d'avoir un accueil spécialisé, ça s'est révélé être une réponse aux besoins. Donc un point d'entrée spécifique, effectivement, ce qui n'empêche pas et n'épuise pas le sujet de la coordination, de la multiplication des acteurs. Marie, je prends peut-être juste une question en ligne et puis je reviendrai dans la salle juste après. Oui, merci beaucoup pour votre patience. Donc le CCAS de Granville, le directeur, M. Suto, demande quels sont les principaux modes de financement de la Maison des Seniors de Créteil. La question des ressources, toujours essentielle. Alors, nous avons développé ce projet en essayant de s'appuyer sur l'existant et finalement, les moyens supplémentaires ne sont pas conséquents. Bon, c'est quelques postes, mais on s'est appuyé quand même beaucoup en grande partie sur l'existant. Nous avons eu une subvention de la Fondation Bruno pour l'équipement du lieu. Et nous avons déposé un dossier à la conférence des financeurs, notamment pour les actions de prévention à domicile. Le reste repose sur le budget du CCAS. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre? Oui. Bonjour, Alexandre Chevalier, adjoint au maire de Lyon. À Lyon, on a fait un choix un peu mixte. Ça rejoint un peu la collègue d'avant de Guingamp, c'est ça? Voilà. Où effectivement, on a prévu des temps spécialisés justement dans des centres sociaux, par exemple, ou dans des MJC, donc dans des lieux intergénérationnels, avec vraiment des temps dédiés aux seniors. Donc on a essayé ce mix-là, on les a appelés les spots seniors, hein, qui est une sorte un peu de labellisation, parce qu'on s'est rendu compte quand même que ça permettait d'accueillir, ou en tout cas d'attirer les moins de 75 ans. Parce que c'est vrai que nos seniors de 60 à 75 ans ne se sentent pas seniors. Et c'est vrai que d'avoir une appellation comme ça, maison des aînés, maison des seniors, tout de suite, ça les freinait. Venir dans un lieu, effectivement, qui est dédié à l'intergénérationnel, à d'autres publics, quelque part, ils venaient aussi pour autre chose, faire une rencontre. Et puis, c'est vrai que les activités du spot, forcément, du coup, vont se mêler aussi aux activités du centre social ou de la MJC, ce qui apporte quand même une certaine plus-value, ce qui n'empêche pas, par contre, d'avoir effectivement des choses très spécifiques sur l'accès aux droits, etc. etc. Donc là, on va former effectivement du personnel sur ces spécificités-là. Et c'est vrai qu'on a fait ce choix-là parce qu'on ne voulait vraiment pas se retrouver avec des clubs seniors un peu traditionnels où finalement, qui s'éteignent un peu dans le temps, j'ai envie de dire, avec le public. Donc voilà. Merci beaucoup effectivement pour cette intervention. Puis je pense qu'il y a deux choses, enfin juste avant de vous laisser la parole, s'il y a une autre question, une autre intervention, mais on l'a vu sur les enjeux de communication, de représentation, vous avez parlé de communiquer autrement, je crois, à Grenoble, et donc on rejoint un peu cette question-là. Et puis un autre point que vous avez souligné, et je pense que c'est peut-être à Créteil qu'on ira là cette fois-ci, plutôt sur la façon dont on embarque aussi les agents sur ces projets en fait. Alors peut-être sur les enjeux de communication, Marion, si vous voulez en dire davantage, ou Joël, peut-être en complément.
Merci pour votre remarque. Effectivement, elle m'appelle deux choses. La première, c'est que, comme le disait Joël à l'instant, le travail autour de la cité des aînés et des aidants se fera véritablement en complémentarité avec ce qui se fait actuellement au sein des maisons des habitants et de leur pôle d'animation gérontologique intergénérationnelle, sur lesquels on peut trouver sur certains aspects de prévention ou d'accès aux droits ou de participation des écrivains publics, par exemple, un petit peu cette idée-là, même si je pense que vous l'avez poussée à un autre niveau. Et deuxième chose, c'est ce que vous mentionnez sur la manière dont on fait venir en fait des gens, où on accroche des gens à l'occasion d'un autre prétexte qui sera plus celui de la convivialité, celui d'un lien social, celui d'une information ou d'une conférence sur un sujet qui m'intéresse, qui n'est peut-être pas directement lié à l'accès au droit ou à ma situation personnelle, mais en fait, dans ce lieu, je vais me rendre compte qu'il y a des professionnels qui sont là, que je peux trouver des réponses à mes questions et que du coup, c'est en tout cas le pari qu'on fait aussi à Grenoble avec ce projet, de pouvoir amener à un accompagnement des personnes, de celles qui en manifesteraient le besoin. Et donc on voit bien effectivement la question de l'accompagnement des personnes elles-mêmes et puis des aidants potentiellement, enfin de tout l'entourage naturellement, qui a un Exactement. rôle à jouer Voilà. décisif. Joël, peut-être en complément? Oui, peut-être dire que le titre Cité des aînés et des aidants sera amené à évoluer. Ce n'est pas encore complètement bouclé, mais en fait, on va sans doute pas garder exactement ce terme-là pour justement apporter plus. Et puis, effectivement, oui, on va être sur de l'événementiel, sur du spectacle aussi, pour rentrer par d'autres canaux que par les canaux habituels et les canaux de traitement du curatif ou l'entrée médicale qui est trop... Enfin, qui est importante, mais qui n'est pas le seul point d'entrée envers ces publics. Merci beaucoup. Alors, sauf à ce qu'il y ait d'autres interventions plutôt sur ces aspects de communication et de lutte contre aussi de la représentation. Enfin, on est aussi beaucoup là-dessus, et a fortiori, comme je le disais, sur la question de la précarité des personnes âgées. Comment est-ce qu'on aborde le sujet et comment est-ce qu'on intervient sur des leviers qui ne sont pas uniquement ceux des ressources des personnes, enfin, avec un aspect monétaire. Joël, je sens que vous souhaitez compléter, puis sinon je reviendrai vers Isabelle sur la question des agents. Comment est-ce qu'on embarque les agents dans ces projets? Oui, rapidement, peut-être sur la question du recours, de la pauvreté, du recours au droit. Je voudrais citer le laboratoire Odénor à l'université Grenoble-Alpes qui a mené une enquête auprès des personnes âgées, notamment sur le non-recours à l'APA. Et ils ont observé qu'une grande partie des personnes âgées ne recouraient pas à l'APA parce qu'elles ne se reconnaissaient pas dans l'APA. C'est-à-dire vous avez tous rencontré des personnes qui, à 85 ans, disaient « mais moi, c'est pas pour moi, je suis pas vieille ». Bah oui, c'est quoi être vieux ? Et donc, c'est bien la notion de qu'est-ce que véhicule le dispositif, hein, si on parle de ce dispositif-là, qu'est-ce que ça véhicule, qu'est-ce que ça renvoie aux personnes. Et on voit bien qu'il y a une question de communication en fonction de ce qu'on renvoie et de comment on parle des choses. On va pouvoir toucher autrement les personnes. Donc la communication est essentielle et à travailler par les organismes sociaux. Et ça vaut d'ailleurs quels que soient les publics. Je me permets d'ouvrir une parenthèse. Vous parliez de l'Odénor. On parle aussi d'accès au droit. Et vous savez, l'UNCAS est associé à l'expérimentation territoire zéro non-recours. Alors là, on est sur un autre public, bénéficiaire de minima sociaux, travailleurs pauvres. Enfin, mais malgré tout, ces enjeux de communication et de lutte aussi, enfin, en tout cas de travail autour des représentations. Et en l'occurrence, à commencer par les personnes elles-mêmes pour qu'effectivement, elles puissent accéder en tout cas à l'information et in fine, évidemment, à leurs droits. Isabelle, j'en arrive enfin. Je vous redonne la parole sur la question des agents. La question des agents, je pense que ce qui a permis qu'on réussisse cette évolution de leur mission, c'est qu'on s'est accordé le temps de travailler avec eux. On a vraiment commencé à les associer très, très en amont au démarrage du projet. Et du coup, on a eu le temps de cheminer avec eux, de discuter et de ne pas imposer une évolution trop rapide. Il y a eu beaucoup de réunions de travail pour échanger avec eux sur leurs compétences, qu'est-ce qu'ils avaient acquis au fil de leur pratique, au fil de ces années comme compétences. Le fait qu'ils étaient, ça nous semblait important de valoriser ces compétences et d'apporter de la reconnaissance et que ce soit inscrit dans leur profil de poste, parce que finalement, dans leurs anciennes fonctions, de la convivialité, ils en faisaient et ce n'était pas marqué sur le profil de poste. Et on a travaillé avec eux. On les a aussi rassurés sur les limites.
et sur le fait que, bah voilà, et oui, ils ne sont pas des professionnels de la filière de l'animation. On a défini vraiment un cadre dans lequel ils pouvaient se sentir à l'aise. Et ce sont surtout des agents qui ont un vrai attachement à leur métier, une vraie volonté d'aller vers les personnes âgées, d'être dans l'échange, dans la prévention. Et je pense on les a embarqués assez bien dans ce projet parce que ça correspond à leurs valeurs et à leur attachement à ce qu'ils font. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement des remarques ou des interventions? Oui. Oui, bonjour. Je suis Véronique Fenel, je suis vice-présidente en charge de la gérontologie et du handicap à Annemasse Agglomération, en Haute-Savoie. Je voulais vous poser la question au niveau de Grenoble, vous parlez des aidants. Je voulais savoir s'il y avait des moments vraiment dédiés pour eux ou si vous les englobiez avec les aidés. Alors oui, effectivement, le projet souhaite englober à la fois les aînés et les aidants, tout simplement parce que la frontière, elle n'est pas toujours si hermétique. Loin de là. On observe, et ça a été aussi quelque chose qui a été travaillé dans le cadre d'un plan de soutien aux aidants au niveau de la ville de Grenoble et de son CCAS, le besoin sur ce public aidant en particulier d'aller dans cette même direction de clarification, lisibilité de l'information, puisque c'est aussi ce qu'a pu nous faire remonter un groupe de travail constitué d'aidants eux-mêmes, de représentants d'associations d'aidants sur cette question-là, et qui nous a amené à identifier au sein de la cité potentiellement, puisqu'on est encore en construction, des temps dédiés qui pourraient s'y trouver. Ce qu'on n'a pas mentionné dans le projet, c'est que dans cette présentation générale, c'est que parmi les services qui s'y trouveront figure la maison des aidants actuelle. C'est donc la maison des aidants à Grenoble. Elle est adossée au centre d'accueil de jour. Pour l'instant, elle est spécifiquement adressée aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives et leurs proches pour l'accompagnement. Et donc, elle sera intégrée parmi les services. Elle fait partie de l'offre socle. Donc, à ce titre-là, il y aura une attention particulière. Cette question-là, elle a été posée au moment où on s'est questionné sur les horaires d'ouverture. Donc, les horaires vers lesquels on s'engage sont des horaires de relativement classiques, j'allais dire, avec cette attention sur cette période de midi 2, notamment avoir une permanence, en tout cas une journée continue possible sur l'accueil téléphonique pour l'instant, pour se dire, est-ce qu'il y a des aidants actifs qui, sur des créneaux habituels d'ouverture administrative, ne pourraient pas accéder ou se sentiraient en difficulté par rapport à ça. Donc ça, c'était une réflexion qui a été poussée en particulier sur les aidants. C'est la même réflexion qui existe sur le fait de pouvoir ouvrir de temps en temps, en soirée ou le samedi matin, potentiellement, des événements au cours desquels on pourrait justement accrocher ce public et leur répondre. Donc tout ça, c'est encore en construction, mais voici les quelques pistes qu'on creuse actuellement. Donc effectivement, la notion de souplesse, dès lors qu'on met en place ce type de dispositif, et puis vraiment vous aviez parlé de l'analyse des besoins sociaux, mais plus globalement, une connaissance assez fine des besoins pour essayer de produire après, ou en tout cas mener des actions qui pourraient y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il nous reste encore quelques minutes. Oui, monsieur, tout au bout. Bonjour, Frédéric Payette, je suis directeur territorial d'un établissement public national qui s'appelle l'EPNAC, qui gère des structures médico-sociales. Dans vos interventions, il y a un sujet que je trouve qui mériterait d'être creusé, c'est celui du transport, de la mobilité des personnes âgées, puisque je crois que c'est vous, Madame la secrétaire, qui disiez que certaines personnes, en fait, il fallait plutôt aller vers. Donc, du coup, pour que ces personnes fréquentent donc les maisons, aujourd'hui, est-ce que vous avez soit développé un service de mobilité dédié, ou est-ce que vous avez trouvé des solutions alternatives Isabelle, sur cette question des mobilités. Merci, monsieur. Écoutez,
Pour démarrer notre première maison de seniors, on s'appuie sur les ressources du CCAS, donc véhicules de service. On a un minibus pour les résidences autonomie avec une place PMR qu'on peut solliciter s'il y a besoin. Voilà, donc on démarre comme ça, on va dire avec les ressources internes. Oui, parce que je rappelle qu'on vous en êtes quand même au tout début de ce projet, hein, lancé en novembre 2024, hein, sauf erreur. Donc, effectivement, vous avez encore peut-être des ajustements et des choses aussi à tirer de vos premières expériences. Une dernière question, une dernière intervention. C'est vrai que je reviens peut-être sur Ah, Marie, on a encore une... Oui. Une petite remarque sur en fait, l'appellation du service de la part d'Anne Masse, de la part de Madame Lanova, qui partage son souci sur le choix du nom en fait, du service pour capter un public qui est quand même très large puisque c'est seniors de 55 à 95 ans. Et donc, comment faire en sorte de pouvoir attirer toutes les personnes susceptibles de profiter des services idoines. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion en particulier justement sur l'appellation, enfin, voilà, parce qu'effectivement, c'est le sujet clé. Mais c'est une remarque d'ailleurs que nous ont fait les seniors qui ont été associés à la concertation, où certains ont réagi effectivement sur le fait de maison de seniors. Donc à la fois, il faut savoir que cette maison s'appelle Maison Margot Fabre. Voilà, elle a un nom autre sur le quartier. Les prochaines s'appelleront aussi autrement. Et après, je pense que les personnes ont compris en fait que ce n'est pas une maison qui est fermée. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir vraiment les insérer dans la vie du quartier et de pouvoir faire des activités avec tous les partenaires du quartier, notamment par l'aide du centre socio-culturel, de pouvoir les emmener là où il y a des activités à l'extérieur. Donc on les emmène sur le quartier où il y a des activités, même sur la ville. On essaye de prendre des cars pour les emmener un petit peu plus loin. Mais ils ont vraiment compris que ce n'est pas un lieu qui enferme, en fait. L'idée, c'est de pouvoir vraiment les insérer dans la vie du quartier. Je pense que le message passe là. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de conclure peut-être sur ces quelques mots. Alors on voit, enfin c'est vrai que le sujet qui nous rassemblait là, c'était vraiment la précarité des personnes âgées. Comment est-ce qu'on, quand on est CCAS, quel levier on peut activer au-delà de la question des ressources? On voit que les leviers sont multiples dans une logique d'accès au droit, de lutte contre l'isolement, d'aller vers, vous l'avez parfaitement cité, les enjeux de communication aussi. On mettra à disposition, si vous nous le permettez naturellement, les deux diaporamas que vous avez présentés. Merci beaucoup, merci à toutes les trois, merci à tous pour vos remarques et compléments. Merci. Hélène, juste un tout petit instant pour information. Donc, je me présente, je suis Marie-Hermance Montabor et pour votre information, sur cette thématique, entre autres, on propose un certain nombre de formations qui sont en lien avec cette thématique.